رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معتضي؟ Non? Si ça marche. Ouais, il faut allumer la main. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est mieux. Déjà, bienvenue à vous à l'UFCM, comme il a dit Hafez. Alhamdulillah, c'est un plaisir pour moi en tout cas de participer à cette séance de l'école du pèlerin, parce que je pense que comme tout à chacun qui a déjà vécu le pèlerinage, quand arrive cette période du Hajj, il y a quelque chose qui chatouille à l'intérieur et subhanallah, on aimerait y être. Donc en vous faisant cette présentation, c'est comme si une partie de moi elle allait partir avec vous, Inch'Allah. Alors, j'ai essayé de vous faire un peu un parcours en fait, avant votre départ, pendant, sur place et après, Inch'Allah, toutes les choses auxquelles il faudrait essayer de penser. Mais avant de vous raconter tout ça, certes, je suis médecin, mais il faut vous dire que quel que soit ce qui va vous arriver là-bas, ce sera par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que chaque épreuve, aussi minime soit-elle, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est, Inch'Allah, une purification. Donc on essaie de faire les causes, on fait les sabab, mais quoi qu'il vous arrive, ce sera par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mes modestes conseils avant le départ. Idéalement, c'est une consultation médicale. En fait, surtout pour les personnes qui ont des antécédents médicaux, ce serait bien de les avoir consignés en fait dans un dossier, vos antécédents, les soucis de santé en fait que vous avez, si vous avez déjà été opéré, si vous avez des allergies, c'est important, et l'ordonnance des médicaments que vous prenez tous les jours. C'est pas anodin parce que si c'est en anglais, c'est encore mieux, mais au moins les avoir en dénomination internationale en fait, parce que je vous dis n'importe quoi, tout le monde sait ce que c'est du Doliprane en France, mais là-bas ils savent pas c'est quoi du Doliprane. Par contre du paracétamol ils connaissent. Donc, Doliprane, Efferalgan, Dafalgan, tout ça c'est du paracétamol. Paracétamol tout le monde comprend, Doliprane pas forcément. Je vous donne, c'est vraiment un tout petit exemple. C'est surtout retenez qu'il faudrait que vous ayez une ordonnance de vos médicaments et votre dossier médical. Peut-être, alhamdoulilah, la plupart, vous êtes jeunes, vous êtes en bonne santé, mais pour les personnes qui vous accompagnent, surtout s'il y a vos parents, des personnes âgées, c'est important d'avoir ça sur soi. Et normalement, en allant voir votre médecin traitant, il doit pouvoir vous faire des ordonnances type. En cas de diarrhée, vous prenez ça. En cas de vomissement, vous prenez ça. En cas de fièvre, vous prenez ça. C'est des ordonnances type. Un autre conseil avant de partir, c'est le dentiste. On néglige souvent, mais c'est vraiment dommage d'avoir une carie qui traîne depuis des mois et de se taper une rage de dents sur place. Donc voilà. Le vaccin, je ne m'attarde pas dessus parce qu'en principe, vu les délais, là, les premiers départs, ils sont dans quelques jours, maximum quelques semaines. Normalement, vous avez tous fait votre vaccin, vous avez votre carte internationale de vaccination. Il faut qu'elle soit jaune, hein. C'est le carnet jaune. Le carnet de santé, ça ne suffit pas. Ça peut être fait maintenant par le médecin généraliste ou dans un centre de vaccination. Le plus important, c'est que le vaccin soit consigné dans cette carte internationale, qui est jaune avec l'étiquette, le numéro de lot qui est réécrit, le nom du vaccin et la signature du médecin. Avant le départ, je sais qu'il y a beaucoup d'effervescence, il faut régler plein de choses avant de partir, que ce soit matériellement, psychologiquement, humainement, mais pensez quand même à vous ménager et à vous reposer, et faites beaucoup de doigts en amont, Inch'Allah, parce que on espère que vous êtes les invités d'Ar-Rahman, mais comme disait un frère, on est dans l'avion, on n'est toujours pas sûr, on est arrivé, on n'est toujours pas sûr. Tant qu'on n'est pas sur place, en fait, on n'en sait rien. Donc même si vous avez vos visas, passeports en main,
on ne le sait pas en fait. Donc, alhamdoulilah, vous avez fait les sabab, mais il faut poursuivre les doigts jusqu'à arriver sur place. Le voyage. Le voyage en soi, il est très éprouvant. Déjà parce qu'il est long. En général, vous en avez pour minimum 6 heures avec une escale en général. Là, il faut bien penser, les personnes qui ont l'habitude, surtout l'été, d'avoir les jambes lourdes, d'avoir les jambes qui enflent, c'est qu'elles ont sûrement des troubles de la circulation. Les recommandations qu'on donne quand il y a un long voyage comme ça, surtout en avion, c'est de mettre des chaussettes ou des bas de contention. Juste le temps du voyage, en fait. C'est sûr que c'est pas super confortable, surtout en été, mais vous allez voir que ça apporte beaucoup de bénéfices. Il faut bien s'hydrater pendant le voyage. Pensez à vous à chaque fois, mais pensez aux personnes qui vous entourent, aux personnes âgées aussi qui vous entourent, parce qu'après un certain âge, elles n'ont plus trop la sensation de soif. Donc en fait, tant qu'elles n'ont pas soif, elles ne boivent pas. Mais il faut vraiment, dans ce voyage-là, certes, c'est peut-être le voyage de votre vie à vous, mais il faut être très, très altruiste. Donc il faut penser à vous, mais il faut penser aux personnes qui sont autour de vous, à votre groupe, aux personnes qui vous accompagnent, qui sont le plus proches et s'entraider. Et parfois, c'est juste en tendant un verre d'eau. Et ça commence dès qu'on prend la route, en fait. C'est pas juste sur place. Donc, pas rester immobile, essayer de marcher. Même dans les allées des avions, en général, c'est des gros Boeing, hein, donc vous avez moyen de vous déplacer à l'intérieur. Et le minimum, si vous ne voulez pas vous lever, c'est de bouger les pieds et on va dire que ça c'est la cheville, de bouger les chevilles en fait, pour activer la circulation. Ça vous épargnera des douleurs aux jambes en fait, parce que dès que vous bougez plus, tout stagne en fait. Le sang il stagne, les muscles ils stagnent et du coup ça fait des douleurs. Pour ceux qui sont un peu plus sensibles des oreilles, maintenant il y a même des boules caisses spéciales en fait pour avion. Vous achetez ça en parapharmacie, en pharmacie. Et vous mettez ça dans les oreilles pendant le vol, surtout au décollage, atterrissage. Sinon, il y a des choses très très simples. C'est, bon, on ne recommande pas trop, mais c'est machin de chewing-gum en fait, pendant le décollage ou l'atterrissage. Ça permet d'éviter que les oreilles elles se bouchent ou de faire ce qu'on appelle la manœuvre de Valsalva, c'est se pincer le nez en fait, couper sa respiration et souffler en fait. Pour ceux qui prennent des médicaments. Vos médicaments, il faut absolument que vous les ayez en bagage cabine, en fait, dans vos bagages à main. Parce que s'ils sont dans vos valises, ils ne vous serviront à rien. En plus, vous allez avoir une escale. On ne sait jamais qu'il y a un contretemps, que l'escale, elle dure plus longtemps que prévu. En fait, ce qu'il faut se mettre dans la tête, subhanallah, Allahu alam, je pense que c'est vérifié chaque année, c'est qu'il y a toujours des imprévus dans ce voyage-là. Donc le premier mot d'ordre, c'est la patience. Donc ça, encore une fois, ça commence avant de partir et pendant. Mais vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Donc vos médicaments sur vous, déjà pour le voyage. Pour ceux aussi qui savent qu'ils ont des soucis de santé, hein, les personnes qui sont diabétiques, il faut qu'elles aient leur appareil à dextro avec elles, il faut qu'elles aient leur insuline avec elles dans leur bagage à main. Les gens qui ont des maladies chroniques comme la tension, c'est pareil. Les gens qui ont des douleurs, il faut avoir vos antidouleurs sur vous. Ah oui, et très important, en principe, la législation elle interdit d'avoir des médicaments sur soi si on n'a pas d'ordonnance. Donc tout médicament que vous avez sur vous en bagage à main, vous devez être en mesure de présenter une ordonnance en fait pour justifier du fait que vous les avez en fait. Je ne sais pas si c'est clair, vous pouvez m'interrompre au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Pour ce qui n'est pas considéré comme des médicaments, par exemple du charbon actif, des choses comme ça. Non, ouais, non, ça c'est pas considéré comme des médicaments, ouais. Non. Je parle plus de médicaments qui sont prescrits normalement sur ordonnance en fait. Ok, donc pendant le séjour, vous arrivez à Mecca ou à Medina ou à Jeddah, je ne sais pas par où vous allez arriver. Il faut bien vous dire une chose, c'est que c'est un grand changement d'environnement en fait. Vous êtes exposé à, entre guillemets, des risques qui n'existent pas dans votre environnement habituel.
Et ça vient du fait que il y a des millions de personnes qui sont confinées au même endroit, donc avec des potentiels germes, des croisements de germes. C'est tout un bouillon de culture. Il y en a qui sont sympathiques, mais il y en a quand ils changent d'environnement, ils deviennent pathogènes en fait. Et du coup, tout le monde se rencontre en fait. Et au-delà du confinement de millions de personnes au même endroit, il y a le fait que nous, on vit en France et tout, les gens viennent du monde entier, on n'a pas tous les mêmes codes culturels. Je vais parler de codes culturels dans le sens où, pour certains, il n'y a aucun problème de cracher comme ça dans la rue, ou de tousser en face de vous sans mettre la main, ou de se moucher dans sa main, et voilà. Donc, vous allez voir des choses que peut-être on ne voit pas dans notre environnement, mais tout ça, c'est des portes d'entrée, en fait, pour le corps. Au-delà de la pollution, parce que il y a plein de voitures, de taxis, les bus qui gardent leur moteur allumé en pleine chaleur pour garder en fait la clim. Donc tout ça, la pollution et tout, il y a des personnes qui sont plus sensibles au niveau respiratoire, il y a des personnes qui ont des défenses immunitaires un peu plus faibles. Donc le minimum qu'on vous conseille, c'est un masque. C'est pas obligatoire, mais vous allez voir que subhanallah, ça filtre énormément, c'est le but. Et vous pouvez même rajouter une petite goutte d'huile essentielle quelconque dans votre masque. En plus, vous aurez des bonnes odeurs, Inch'Allah. Et maintenant, vous avez même des sprays aux huiles essentielles pour assainir l'air. Là, c'est plus dans les chambres. Je vous le dis parce que quand vous êtes avec une personne pendant tout le séjour qui tousse, après vous-même, vous commencez à avoir peur, vous allez dire ça, et moi aussi, je vais tousser avant la fin du séjour, quoi. Ensuite, un mot de l'alimentation. Juste pour le masque, c'est toutes les heures, toutes les demi-heures, 3 heures, qu'on change combien de fois par jour ce masque, pour prévoir au moins les quantités. Moi je dirais minimum un masque par jour en fait. Parce que de toute façon, tu vas voir que le masque, Oui, il va bouger et en fait il filtre. Et du coup il s'encrasse en fait, tu vas voir qu'il va être noir en fait au niveau où tu respires en fait. Après plus tu en as, mieux c'est, ça dépend. Ça dépend. Le masque c'est uniquement pour l'extérieur ou c'est même dans le haram Ça dépend des personnes en fait. Parce que en fait ça dépend aussi de la promiscuité. Ça dépend où tu es en fait. C'est ce que je te dis, c'est que ça peut être même dans ta chambre si tu es avec des personnes qui sont malades en réalité. Après, encore une fois, je veux pas que vous sortiez d'ici en ayant le waswas, ah mon Dieu, je vais tomber malade, il faut que je fasse attention à ça, il faut que je fasse attention à ça. Moi, j'essaie de vous donner le maximum de conseils et les risques potentiels, mais c'est pour ça que j'ai introduit en vous disant ce qui vous arrivera, qadarallah. Et alhamdoulilah, c'est aussi une source de purification et ça nous apprend aussi l'humilité. Et qu'on peut faire tous les sebeb aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit kun fayakun. Donc, mais voilà, il ne faut pas rentrer dans... Mais je pense qu'il faut avoir ça en tête. Et après, chacun, il va se ressentir en fait quand il a besoin un peu plus de se protéger ou pas. Il y en a, ils ont fait tout le hajj, ils n'ont jamais mis un masque sur leur nez. Et alhamdoulilah, ils sont partis, ils sont revenus, la bas alihum. Et il y en a, ils ont mis des masques tous les jours, ils sont tombés malades. D'accord? On fait les sebeb, après le reste, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. On a traversé des tunnels aussi. En état d'ihram, on ne peut pas mettre le masque. Je ne me suis pas posé la question. Alors, pour une femme, je pense que oui, vu qu'elle met ses vêtements. Pour un homme, tout ce qui dépasse, tout ce qui relève de la jurisprudence, vous poserez la question à Fatha. Je ne vais pas m'aventurer à faire des fatwas. Chacun son métier. Donc voilà, minimum le masque. Un mot de l'alimentation, c'est très important parce qu'il y a encore quelques années, c'était difficile de manger là-bas. C'était régime poulet-riz pour tout le monde. Maintenant, la plupart d'ailleurs je pense tous les hôtels proposent des formules en demi-pension ou en pension complète avec des buffets à volonté. Franchement, au-delà de l'aspect nutritif, sain ou pas sain de ce qu'on va vous proposer,
c'est une catastrophe, ces buffets à volonté en termes de gaspillage. Et c'est même pas cohérent avec notre éducation spirituelle en fait. Vous allez voir, c'est choquant. En fait, les gens ils viennent du monde entier, faut voir. Tout le monde n'a pas le même niveau de vie et on leur présente des buffets à volonté. Donc en fait, ils remplissent leur assiette, ils veulent goûter de tout et après vous allez voir, tout ça, ça va à la poubelle en fait. Donc le maître mot déjà, c'est la modération. Ensuite, ne vous aventurez pas à manger quelque chose qui n'est pas trop dans vos habitudes. C'est pas le moment de jouer au gourmet. En fait. Si c'est pas trop dans vos habitudes culinaires, vous aventurez pas trop parce que vous allez voir, il y a de tout. En plus, mangez peu, mais mangez bien et vous vous sentirez mieux en fait. Ouais, en plus des choses à éviter, la viande. Je rentre même pas dans l'aspect juridique du halal, pas halal, parce que ça c'est encore un autre débat là-bas. On a beau être en Arabie Saoudite, les critères sont pas forcément les mêmes. Mais tout ce qui est produits laitiers, les glaçons, tout ça il faut éviter, parce que derrière c'est douleur au ventre et diarrhée quasiment assurée, quoi. C'est pas, on n'a vraiment pas le même estomac et les mêmes intestins. Et si vous mangez des fruits et légumes, pensez à bien les laver, à les éplucher même, idéalement. Au niveau de l'eau, ne buvez que de l'eau qui est dans des bouteilles cachetées, ou alors que du zemzem. Idéalement, il faudrait que vous ayez avec vous une gourde, isotherme ou pas, mais ayez une gourde en fait, que vous remplissez. Parce que vous allez voir, machallah, il y a des grosses bonbonnes de zemzem dans tout le haram, en fait, partout. Et il y a toujours des gobelets en plastique à côté, machallah, à volonté. Sauf que, encore une fois, il faut être cohérent, en fait, dans tout. C'est pas que le rite, donc à Mina, je fais comme ça, à Arafat, je dois faire ça, à Muzdalifa, je dois faire ça. Il faut être cohérent dans la globalité. Imaginez-vous des gobelets plastiques, des millions de personnes qui boivent, en général, à chaque salette, avant salette, après salette, multiplié par le nombre de salettes, ça fait des millions et des millions et des millions de gobelets par jour. Donc c'est une catastrophe écologique. Donc le minimum, c'est d'avoir sa gourde, vous la remplissez, elle est vide, vous la remplissez de nouveau, il y en a toujours à volonté. Et essayez même d'en avoir toujours, même quand vous êtes en dehors du haram en fait. Essayez de faire un séjour 100% zemzem. Ce sera même chiffé à tous les niveaux, quoi, Inch'Allah. Moi, je vous conseille de prendre avec vous des fruits secs, en fait, de France, parce que c'est bien nourrissant, c'est énergétique. Vous avez un petit creux, vous mangez ça. Faut pas être pareil formaté. En France, c'est 3 repas par jour et une collation. En fait, vous mangez quand vous avez faim. L'important, c'est de bien boire, en fait. Et le minimum, pareil, c'est de se laver les mains régulièrement, ou au pire, vous avez une petite solution de gel hydroalcoolique quand vous n'êtes pas à portée d'un robinet. Des questions? Pour les fruits secs, évitez ceux qui sont salés. Ouais, si c'est trop salé, ça va vous donner soif, en fait. Insolation et coup de chaleur. Bon, vous imaginez les températures sur place là-bas. Il fait extrêmement chaud. Ce qu'on vous recommande, c'est de chercher l'ombre ou éviter de rester sous le soleil de plomb, de porter des vêtements en coton parce qu'ils auront moins l'avantage d'absorber la transpiration et d'éviter les irritations de la peau ou d'éviter même des brûlures de la peau. Les frères ou les sœurs qui portent des abayas ou des qamis en synthétique, ça brûle la peau en fait avec le soleil et après ça gratte et ça fait extrêmement mal. Vous protégez la tête, que ce soit les casquettes, les kéfiers, je vais vous en parler. Bon, les sœurs elles ont le hijab, il y a même des personnes qui prennent des parapluies. Juste un mot sur les parapluies, attention parce que vous blessez les gens autour de vous. Encore une fois, il faut penser aussi aux autres. Surtout quand il y a énormément de monde. Les lunettes de soleil, ça vous rendra bien service parce que la réverbération du soleil en fait sur le marbre, ça fait très mal aux yeux. Et encore une fois, de boire. C'est minimum 2 litres par jour pour vous et même les gens qui vous environnent. Encore une fois, les gens qui sont avec vous, les personnes âgées, faites-les boire
buvez avec elles, offrez-leur du zemzem et tout, même si vous ne les connaissez pas. Ce ne sera jamais un verre de trop. Et dès que vous avez la possibilité, quand vous rentrez à l'hôtel, de prendre une petite douche rapide, ça vous évitera les coups de chaleur. Pour les coups de chaleur, en général, ça donne de la fièvre, mal à la tête, avec nausées, vomissements, voire même malaise. Là, vous pouvez être sûr, vous avez pris une insolation, voire un coup de chaleur. À côté de cette extrême chaleur, il y a la fraîcheur de la nuit et du matin, surtout à Médine. Donc à côté de ça, il faut prévoir aussi quand même une petite veste polaire ou un petit plaid, surtout pour le Fajr ou aussi pour la nuit que vous allez passer, Inch'Allah, à Muzdalifa. Je sais qu'il y en a qui recommandent même maintenant un petit sac de couchage. Il ne faut pas vous encombrer, mais vous verrez que c'est pas de trop, quoi. Et encore une fois, à côté de cette grosse chaleur, il y a la climatisation. Vous allez rentrer que ce soit dans le haram ou dans les grandes surfaces ou les hôtels, c'est extrêmement climatisé, même surclimatisé. Du coup, ça fait un choc thermique en fait entre quand vous êtes à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça, c'est propice en fait à tomber malade. C'est comme ça en fait que vous allez commencer à avoir mal à la gorge, à tousser. Donc il faut faire attention à ça. Après, vous ne maîtrisez pas forcément ça. Dans la chambre, vous pouvez essayer de le maîtriser en espérant que vous soyez avec des colocataires compréhensifs, parce qu'entre celui qui veut la clim à 17, celui qui la supporte à 23, celui qui n'en veut pas du tout, celui qui en veut, il y en a qui sont malades, msaken, ils toussent, ils ont mal à la gorge et tout, et l'autre il veut maintenir la clim. Même ça, il faut être très 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 patient, hein. Ça peut paraître bête, mais ça se passe comme ça en fait. Subhanallah, vous ne choisissez pas forcément vos colocataires, mais c'est une épreuve aussi, et encore une fois, il faut être patient à ce niveau-là. Et c'est en ça que je recommande un kéfier, parce qu'il a l'avantage de protéger de la chaleur, du soleil et même du froid en fait. Du coup, c'est multi-usage. Le repos. En fait, quand vous allez arriver, il y a beaucoup d'excitation, vous êtes pressé et tout, et on a tendance à vouloir tout faire, et du coup on s'amuse à faire 36 allers-retours entre le haram, l'hôtel, à vouloir faire plein de tawaf et tout, alors que les choses sérieuses, elles n'ont pas encore commencé en fait. Donc ménagez-vous au début, Inch'Allah vous allez faire tout ça, mais dès que vous avez moyen de vous reposer, reposez-vous. La sieste, elle est instaurée là-bas, profitez-en, plutôt que parfois on perd notre temps à discuter ou à des choses futiles ou faire les magasins. Non, profitez pour vous reposer. Et parce qu'il y a la fatigue du rite qui vous attend, mais rien que la foule en fait elle est fatigante avec le brouhaha. Vous allez voir, il y a un brouhaha ambiant constant en fait, et rien que ça en fait c'est fatigant, parce que vous avez rarement des moments de silence en fait. Même dans votre chambre vous entendez la clim, en fait vous allez rechercher le silence, mais il est difficile. Puis il y a la cohabitation, encore une fois, c'est que parfois vous êtes avec des personnes, elles vous rendent irritable et vous voulez pas en fait, parce que vous n'êtes pas là pour ça, mais c'est une épreuve, et tout ça, ça fatigue en fait. Donc les gens qui ont un sommeil léger, pareil, n'hésitez pas à prendre avec vous des boules caisses, Inch'Allah, pour au moins profiter de nuits tranquilles. Ensuite, tous les traumatismes, on va dire, surtout liés aux pieds. Attention, quand vous êtes dans la foule, parfois il y a des mouvements de foule, parfois vous êtes bousculé. En tout cas, ne prenez pas de risques inutiles. C'est vrai que c'est tentant quand on est jeune de se dire moi je vais faire tawaf collé à Al-Kaaba et tout. Vous allez voir, des fois vous êtes tellement serré, hommes, femmes, vous allez voir, hein, tout le monde est mélangé, que ce soit au tawaf, parfois même au sa'i ou alors au rajm, vos pieds ne touchent même pas le sol en fait. Vous en rendez même pas compte tellement vous êtes porté par la foule. Donc il faut être prudent, il ne faut pas prendre de risques inutiles, et il faut avoir des bonnes chaussures. Je pense que ça tout le monde vous l'a dit. Des bonnes chaussures, ça ne veut pas forcément dire des nouvelles chaussures. Parce que si vous achetez des nouvelles chaussures et que vous les mettez pour la première fois là-bas, en fait là, vous allez avoir mal aux pieds, vous allez avoir des ampoules et tout. Les chaussures, il faut les avoir testées ici avant de partir plusieurs fois, avoir fait de la marche avec. Il ne faut pas les garder neuves en fait, il faut qu'elles aient épousé la forme de vos pieds et tout.
Et si même maintenant vous avez des chaussures, elles ne sont pas forcément neuves, mais vous êtes bien dedans, prenez celles-là. N'allez pas vous aventurer. Après, vous allez voir en plus, bon, ça ne concerne pas la santé, mais c'est un petit pense-bête, c'est que comme vous, tout le monde va aller faire ses courses dans une grande enseigne que tout le monde connaît, et vous allez tous avoir les mêmes affaires en fait. Donc pensez à l'étiquetage et tout, parce que vous allez tous avoir les mêmes schlakas, les mêmes sandales, les mêmes vestes. Même. Vous préconisez plus des chaussures ou des sandales? Des chaussures de marche, peu importe. L'important, c'est que vous soyez à l'aise dedans, en fait. Et qu'elles soient pratiques, en plus, à enlever et à remettre. Parce que quand vous allez faire vos ablutions, vous serez content d'avoir quelque chose de pratique, en fait. Il y a les claquettes classiques de tous les jours. Et il y a les chaussures avec lesquelles vous allez faire les allers-retours et avec lesquelles vous allez faire le rite, en fait. Donc là, il faut que ce soit confortable. Et en même temps, il faut que ce soit pratique. Pour ça, la plupart des frères ou sœurs ont souvent des sandales de randonnée, en fait, ouvertes ou fermées, peu importe. Après, il y en a qui ont plus des soucis de cheville, donc ils vont favoriser les choses un peu plus montantes et tout. L'important, c'est que vous soyez bien dans vos baskets, Jahid. Une petite trousse de pharmacie. Si je devais vous conseiller des choses, tout d'abord, c'est vos traitements à vous, encore une fois. Si vous avez des maladies chroniques, si vous avez un traitement que vous prenez tous les jours, quel qu'il soit, eh bien, évidemment, il faut prévoir d'avoir ça, encore une fois, en bagage à main, avec les ordonnances qui vont avec, et pour toute la durée du séjour, voire prévoyez quelques jours de rab. Prenez pas juste le nombre qu'il faut. J'ai mis médicaments d'urgence. Là, c'est plus pour les personnes, par exemple, quelqu'un qui est diabétique ou quelqu'un qui sait qu'il a des allergies potentielles à telle ou telle chose et qui peut faire une crise d'asthme ou une crise d'urticaire ou des choses comme ça. Il doit avoir ses médicaments d'urgence avec lui. Donc pour les diabétiques, en général, ils le savent. Hein, ils ont cette éducation thérapeutique de la part de leur médecin, leur seringue de glucagon à s'injecter dès qu'ils sentent les premiers symptômes d'hypoglycémie. Ou pour quelqu'un qui fait une crise allergique, c'est corticoïdes ou saventoline. En principe, c'est des choses que vous devez savoir, mais le plus important, c'est de les avoir sur soi, tout le temps, dans sa sacoche. Donc j'ai mis les allergies, c'est la même chose. Pour le minimum pour la fièvre et les douleurs, du paracétamol, de l'ibuprofène. Et encore une fois, en principe, votre médecin traitant, il est là pour ça. Vous lui dites, je pars en voyage dans tel pays. Il est censé vous faire des ordonnances type et vous expliquer en fait comment prendre tous ces médicaments. Pareil, partez avec un antibiotique. Le minimum, c'est l'amoxicilline. Ce qui est bien, c'est que ça marche sur tout. Quand quelque chose il traîne et tout, vous commencez à tousser trop longtemps, que les crachats changent de couleur, que vous avez de la fièvre, cherchez pas, c'est que probablement ça se transforme. C'était peut-être viral au début, mais ça se transforme sûrement en quelque chose de bactérien. Donc là, vous pouvez attaquer le traitement, quoi. Tout ce qui est troubles digestifs, quand on commence à changer l'eau, l'alimentation, souvent les premiers jours, on peut avoir mal au ventre ou alors la diarrhée et tout. Donc tout ça, c'est, bon, à part les antibiotiques, on va dire, mais c'est des choses que normalement vous devez déjà vous savoir en fait. Tout ce qui concerne la peau, prenez un petit antiseptique quelconque, on ne sait jamais si vous vous blessez, vous vous écorchez. Idéalement en spray, c'est plus pratique. Pour les sœurs et les frères surtout, quand on est tout le temps en qamis ou surtout quand vous serez en haram, avec la chaleur, la transpiration, le frottement des cuisses, en fait, ça entraîne des irritations. Donc là, vous avez soit des crèmes anti-frottement, mais sinon, un tube de vaseline, ça marche très, très, très bien. Et je vous ai mis les strips. Les strips, c'est des genres de petits adhésifs qu'on utilise pour les sutures simples. Moi, je vous les recommande plus, en fait, pour les crevasses au niveau des pieds, en fait. Parfois au niveau des talons ou des gros orteils, en fait, avec la chaleur, parce que le marbre, en fait, brûlant, ça vous abîme, en fait, la plante des pieds. Et pour ceux qui ont de la corne et tout, après, ça fait des crevasses. Donc les strips, c'est pas mal. Et tant que vous pouvez, mettez des petites chaussettes,
pas haute en fait. Hein. Quand vous marchez sur le marbre, ça vous protégera les pieds en fait, parce que dès que vous arrivez, vous enlevez vos chaussures en fait, ou vos claquettes, et du coup ça vous protégera un petit peu les pieds. Sauf pour les hommes en état d'état. Ouais, encore une fois. Là, je vais vous présenter une petite trousse de pharmacie bis, parce que les médicaments conventionnels, on va dire chimiques, c'est bien, hein. Ça rend énormément service, mais il y a plein de petites choses qu'on peut soigner avec des remèdes très très simples, sans risque en plus, en principe pour sa santé. Une chose que je vous recommande d'amener avec vous, c'est du miel, du vrai miel. Quand je dis du vrai miel, c'est pas du miel de supermarché, même bio. Du miel de supermarché, même bio, à partir du moment où c'est écrit origine Union européenne et non Union européenne, c'est qu'il est frelaté en fait, c'est pas du vrai miel. Imaginez-vous, il n'y a pas assez d'abeilles pour produire une production mondiale, pour répondre à la demande mondiale. L'idéal, c'est un miel de chez un apiculteur que vous connaissez, donc un français quoi. Pourquoi le miel? Parce que le miel déjà, ça va vous donner de la force. Donc petit déjeuner, vous prenez du miel. Ou même dans la journée, vous avez un coup de pompe, vous prenez une cuillère à café de miel. Le miel, c'est bien dès que vous commencez à sentir les premiers symptômes d'un rhume, d'un mal de gorge. Le miel, on peut même en mettre sur une plaie, en fait, une petite écorchure. C'est un très très bon cicatrisant. Donc, en fait, là, j'ai essayé de sélectionner des choses qui sont multi-usages, en fait. Parce que le but, c'est pas que vous emportiez une valise de médicaments ou une valise de remèdes naturels, hein. C'est de prendre quelques petites choses, mais qui vous servent pour plusieurs indications, et qu'en plus, vous le partagez entre vous, en fait. Encore une fois, pensez altruisme. Vous avez une personne à côté de vous qui est malade ou qui a tel symptôme, je ne dis pas qu'il y a une maladie grave ou une chose compliquée, mais vous voyez qu'elle commence à avoir la goutte au nez, commence à avoir la gorge enrouée. Proposez-lui du miel, proposez-lui telle chose et tout. Il faut penser à tous les gens qui sont autour de vous. Faites des doigts pour vous et pour les gens qui sont autour de vous. Et n'oubliez pas, quand vous faites des doigts, même pour les gens qui sont autour de vous, les anges ils disent « Amin » et pour toi la même chose. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Du citron. Citron frais et les citrons, les sachets en infusion en fait, en thé. Ça c'est pareil. C'est bien pour les premiers symptômes de... Je vais vous faire le trio, la citron, thym et gingembre. Ça, c'est bien pour toutes les affections ORL. Commencer à être enrhumé, avoir la gorge enrouée, avoir mal à la gorge, à tousser, vous prenez ça. Prenez ça comme un traitement, en fait. 4 fois par jour, un verre d'infusion, comme vous prendriez un sirop. C'est beaucoup plus efficace que tous les sirops qu'on vous vend en pharmacie. Et c'est antiseptique. En fait, ça soulage la douleur et c'est hyper pratique en fait. Maintenant, c'est que vous les avez en infusion, vous prenez un paquet de chaque et puis dès que vous commencez à sentir que ça ne va pas, vous prenez ça en infusion plusieurs fois par jour. Le cumin, ça c'est bien pour tout ce qui est digestif en fait. Si vous n'avez pas bien digéré quelque chose, vous êtes ballonné, vous avez mal au ventre, tout ce qui est digestif, le camoun, ça va vous faire du bien. Je vous ai mis une petite sélection d'huiles essentielles. Thym, eucalyptus, pareil, c'est pour tout ce qui est ORL. Commencez à tousser, vous avez mal à la gorge, une petite goutte dans une cuillère de miel et vous prenez ça. Et c'est d'autant plus efficace que vous le prenez dès le début des premiers symptômes en fait. C'est radical. Le cyprès, c'est bien pour une toux sèche qui traîne en fait. Ça fait un moment que vous toussez, ça part pas. Le cyprès, c'est très efficace. L'amande poivrée, c'est rafraîchissant. C'est bien aussi pour la digestion. C'est bien aussi pour les maux de tête, en fait. Si vous commencez à avoir mal à la tête ou que vous avez d'ailleurs un coup de chaleur, prenez une goutte, vous massez avec la tempe. Ou alors, au niveau de la base de la nuque, là, vous avez tous un os là, qui est proéminent. C'est la 7e vertèbre cervicale. Quand vous avez de la fièvre, prenez une goutte de menthe poivrée ou quelque chose de froid et vous le mettez là en fait. Subhanallah, les anciens, ils avaient c'était intuitif en fait, où ils ont appris ça, ou alors quand ils rentrent à la mer, avant de rentrer tout de suite dans le froid, ils se mouillent la nuque en fait. C'est parce que c'est un point important en fait en acupuncture et ça fait baisser du coup la température.
La lavande, si vous avez des soucis pour dormir, c'est bien. Vous en mettez un peu sur la face interne du poignet, ça vous aide à vous endormir. C'est très relaxant, reposant et ça marche bien aussi sur la peau. Si vous avez des petites irritations, pas des plaies qui suintent ou qui saignent, hein, des petites irritations, coups de soleil, brûlures, c'est parfait. Et l'hélicryse, c'est une autre huile essentielle qui est très très efficace sur tout ce qui est contusion. Vous tordez la cheville, vous faisiez mal, vous avez un bleu ou des choses comme ça, vous prenez ça, c'est beaucoup beaucoup plus efficace que l'arnica. Ensuite, je vous ai mis le sel de Nigari ou le chlorure de magnésium. En fait, en magasin bio, ils appellent ça du sel de Nigari. C'est des cristaux de sel. Et en pharmacie, je vous conseille plus de prendre en pharmacie parce que c'est des petits sachets. C'est du chlorure de magnésium parce que le sel de Nigari, il est très sensible à la température. Du coup, il va fondre en fait dans votre valise. Donc, il vaut mieux prendre le chlorure de magnésium. Ça, en fait, quand vous buvez ça, si vous voulez en boire chaque jour un petit peu, ça vous fait une bonne cure de magnésium. Donc déjà, ça vous donne des forces. Et c'est bien aussi sur tout ce qui est problème digestif et même tout ce qui est problème ORL, en fait, quand vous tombez malade, parce que ça nettoie, en fait. Ça nettoie et c'est efficace. Après, il y a l'argile verte, pareil. Vous en prenez un petit peu, ça marche bien sur tout ce qui est plaies ou tout ce qui est troubles digestifs ou en cataplasme. Le charbon végétal aussi, pareil, pour ceux qui ont l'habitude d'en consommer, si jamais vous avez mangé quelque chose et que ça ne vous a pas convenu et tout. Et encore une fois, l'eau de Zemzem. Il y a la baraka et shifa dans l'eau de Zemzem. Donc la première chose, c'est l'eau de Zemzem. Je vous fais toute ma liste, je l'ai mis à la fin, mais première chose, pensez au de Zemzem et doua. Et encore une fois, il vous arrivera que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a décrété. Dans tous les cas, tout ça c'est bien beau, mais vous ne pouvez pas faire l'économie d'une consultation chez un médecin ou aller à la pharmacie si vous avez des symptômes qui traînent, qui sont anormaux. Après, vous connaissez en fait. Vous connaissez vos terrains de fragilité, vous connaissez vos antécédents et tout. Donc en général, vous sentez quand il y a quelque chose d'anormal. Il y a des symptômes que vous reconnaissez, parce que vous les avez ici parfois. Et il y en a qui sont anormaux, donc il ne faut pas hésiter aussi à les consulter. C'est sûr que les hôpitaux, ce n'est pas la même chose, mais c'est prévu quand même pour. Et surtout un conseil, si vous allez consulter, n'y allez jamais seul, il faut toujours y aller accompagné en fait. Et enfin, le retour. Là, j'ai comme à la khair. Repos. Parce que, oui, pardon. C'est quoi le risque d'y aller seul? L'extrême en fait, on va dire que si vous arrive quelque chose, et le quelque chose ça peut aller jusqu'au décès en fait, hein. Là-bas le traitement il n'est pas pareil en fait, hein. Sous 24 heures vous êtes lavé, enterré en fait. Du coup si on ne sait pas qui vous êtes, ou si vous n'avez pas sur vous les coordonnées de votre agence, vos accompagnateurs, et de l'hôtel et de vos responsables en fait, eh ben, vous êtes perdu de vue en fait. Parce qu'on ne sait pas qui vous êtes en fait. Donc, khair, Inch'Allah. Je disais retour, il y a le contre-coup. Il y a le contre-coup physique en fait, la fatigue, mais il y a même le contre-coup psychologique et moral. C'est dur de reprendre un rythme, hein. Vous partez minimum 15 jours, voire 3 semaines, 1 mois. Votre vie, elle est rythmée que par l'ibadat, en fait. Et là, vous revenez ici, vous êtes happé dès votre escale par le dunya, en fait. Et tout va vous paraître... Donc, faut reprendre doucement et faut se dire qu'on revient différent, Inch'Allah, on revient en être responsable. Et alhamdoulilah, on a fait le fard et on doit revenir accomplir notre mission là où Allah subhanahu wa ta'ala nous a posé, quoi. Donc tout doux, Inch'Allah, mais je préfère vous prévenir que le retour, il est dur, en fait. Et au niveau santé, c'est que pareil, si vous avez des symptômes qui apparaissent après votre retour, il ne faut pas hésiter à aller consulter votre médecin, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve de tout mal qui vous facilite votre séjour. N'oubliez pas dans vos doigts, Inch'Allah. Et qu'Allah vous facilite, Inch'Allah. J'avais une question.
Oui. C'est, je parle avec ma tante qui est diabétique, Oui. qui a l'insuline type 3. C'est comment on dit Elle a de l'insuline. L'insuline, ouais, elle se met de, tu sais, l'histoire du Ouais, stylo. ouais. Je voulais savoir comment ça se passait pour elle pendant le. Il va falloir qu'elle conserve ses médicaments. Alors, en principe déjà, elle sait surveiller sa glycémie. J'espère. Elle doit avoir un appareil à dextro, voilà, pour mesurer son taux de glycémie. Et en principe, elle sait adapter les unités d'insuline qu'elle doit s'injecter en fonction de sa glycémie. Ça, déjà, il faut être sûr de ça. Et que si elle ne sait pas, il faut que la personne qui l'accompagne sache le faire. Ensuite, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ensuite, l'insuline, en principe, c'est vrai que ça se conserve au frais. Alors moi, ce que j'ai vu faire qui est bien pratique, bon, quand c'est pas des longs voyages, en principe, il y a des petits sacs isothermes que la pharmacie vous offre. Il faut leur demander, en fait, en alu, là. Et en fait, vous mettez ça dedans. Après, vous avez les petits pains de glace, ceux qu'on met dans les glaciers, en fait. Ou alors, ce que j'ai vu faire aussi, c'est ils mettaient dans des petites bouteilles en plastique leur stylo à insuline et au milieu de tous les trucs où il y avait les glacières, les glaçons, en fait, comme ça restait au frais. Mais effectivement, la chaleur, elle dénature l'insuline. Du coup, elle n'est pas aussi efficace. En général, dans le quotidien, ça va. Le problème où il faudra être plus vigilant, c'est pendant les jours du rite où on est extrait en fait, de l'hôtel et qu'il n'y a plus le frigo à disposition. Quoi. Pardon ? S'il y a des frigos dans les temples de Mina. En fait, il y a des bacs avec des boissons fraîches. Si je peux me permettre, ça dépend des agences, parce que l'agence, ils nous ont spécifié justement qu'ils avaient un frigo, enfin qu'ils prenaient un frigo avec eux justement. Pour leur demander. Il faudrait leur demander ou les tentes environnantes. Hein. Je pense qu'il y a moyen de. Il faut prévoir. Mais je pense qu'il y a moyen de s'arranger, hein, parce que toutes les personnes qui sont diabétiques qui vont voyager, il y a même des personnes qui sont dialysées, hein, qui vont voyager et il y a la possibilité de se faire dialyser là-bas et tout. Il y a beaucoup d'améliorations, on peut dire ce qu'on peut. Après, il faut être très très patient parce que c'est pas ce rendez-vous, c'est pas. Donc, mais il y a moyen. Donc, je pense que là, il faut garder en tête d'avoir le minimum avec soi, les petits sacs isothermes, les petits pains de glace et tout. Mais je pense que dans le quotidien, c'est gérable parce qu'il y a les frigos à l'hôtel. C'est plus sur les jours du rite où il faut prévoir le coup. Mais comme elle a dit la sœur, il faut demander à l'agence si vos tentes elles sont munies de frigo en fait. Pour aller dans le même sens que par rapport à ces personnes-là qui sont à risque, soit un diabète, soit l'autre, qu'est-ce que vous conseillez en termes par rapport au rite en fait? Est-ce qu'ils doivent faire moins d'efforts que les gens qui n'ont pas ce problème? Et ils doivent prendre des choses beaucoup supplémentaires, c'est-à-dire des fruits, des choses, on ne sait jamais ce qui. Enfin, leur sucre, enfin, il n'est pas géré comme nous. Tu parles des diabétiques en particulier? En particulier. Déjà, une personne diabétique, encore une fois, elle se connaît. Ouais, encore une fois, une personne diabétique, elle se connaît en fait. En général, ils savent même quand ils commencent à faire un certain nombre d'efforts, ceux qui marchent et tout, ils savent à un moment donné qu'ils sont vite en hypoglycémie en fait. Parce que le risque pour eux, c'est l'hypoglycémie. Donc, au-delà d'avoir leur seringue d'urgence de glucagon, mais là, s'ils sont amenés à l'utiliser, c'est que vraiment, ils sont limite inconscients en fait. C'est qu'ils sont vraiment en hypoglycémie grave. Il faut qu'elles aient du sucre sur eux en fait. Hein. C'est des choses très très simples. En réalité, et dès qu'elles sentent les premiers symptômes d'hypoglycémie, en général, elles les connaissent. Les diabétiques, surtout de longue date, ils ont beaucoup d'éducation. Hein. Donc, en principe, ils le savent. Ils commencent à sentir un peu des palpitations, des tremblements, des sueurs. Là, elles savent qu'elles sont en hypoglycémie, en fait. Hein. Et du coup, il faut toujours qu'elles aient du sucre sur elles. Du sucre, des cubes de sucre, hein, tout simplement. Hein. C'est comme ça qu'on les resucre, même à l'hôpital. Hein. C'est bon.